Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 91 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Salma Varshad Argal. Bonjour Salma. Bonjour Nicolas. Alors Salma, vous êtes doctorante en histoire contemporaine à l'université de Lyon 2. Vous êtes affiliée au laboratoire LARA, qui est le laboratoire de recherche historique de Rhône-Alpes. Vous travaillez pour votre recherche, pour votre thèse, sur l'immigration des Algériens dans l'Empire ottoman au XIXe siècle, entre 1830 jusqu'à la disparition de l'Empire ottoman en 1918, après la Première Guerre mondiale, les derniers moments. Vous regardez la mobilité de cette immigration algérienne, comment ils se sont installés, comment ils se sont aussi insérés dans la société ottomane et vous étudiez plus précisément les trajectoires intellectuelles et politiques de certains d'entre eux à partir de sources en turc ottoman et en arabe. Vous avez enseigné l'histoire à Lyon 2, à l'université de Lyon 2, mais aussi à Sciences Po Lyon et à l'INALCO, et vous avez déjà publié un article qui est issu de votre recherche dans la thèse dans la revue des mondes musulmans et de la Méditerranée. Alors aujourd'hui, on va partir à nouveau vers la Turquie. Je dis partir à nouveau, Salma, parce que vous avez peut-être écouté, comme les auditeurs d'ailleurs, on a déjà présenté la Turquie et l'Empire ottoman dans Histoire en série. Dans l'épisode 10 avec Justine Kudorj, on s'était justement intéressé au domaine du harem dans l'Empire ottoman, en partie à travers la série notamment Magnificent Century. On était parti un peu plus tard dans l'épisode 49 voir la série qui s'est passée après la disparition de l'Empire ottoman, où là, justement, avec Vatanin Sensin et Elodie Gavrilov, on avait vu cette période de naissance de la Turquie moderne. Et puis, plus récemment, dans Histoire en série, on a fait 2 épisodes. Le premier autour d'une série qui a aussi posé polémique, une série récente, Ethos, diffusée sur Netflix, Bir Başkadir en turc, qui a été au cœur d'une actualité il y a quelques mois, à la fin de l'année 2020. Et tout récemment, avec Béatrice Garapon, on a étudié quelque chose dont on parlera, je crois, aujourd'hui aussi, Salma, c'est la puissance des séries turques à l'étranger. Est-ce qu'on s'était posé cette question? Est-ce que les séries turques, pour la Turquie, c'est un soft power quelque part? Voilà, donc aujourd'hui, on va repartir pour votre spécialité, pour l'Empire ottoman, Salma, et vous êtes venu nous présenter aussi une série qui a suscité de nombreuses polémiques, que ce soit en Turquie ou au Moyen-Orient. Alors, je vais peut-être vous laisser le présenter parce que mon turc est vraiment extrêmement mauvais. Salma, quelle est cette série qu'on va voir aujourd'hui ensemble dans l'épisode 91 d'Histoire en série? Alors, elle s'appelle Paytaht Abdulhamid. Donc, Paytaht signifie sous le trône ou capitale. Abdulhamid est le dernier sultan à avoir exercé un pouvoir exécutif au sein de l'Empire ottoman. Donc, après une dynastie de 6 siècles, donc il est donc, en ce sens le dernier à avoir exercé un pouvoir effectif. La série s'appelle Paytaht ou capitale aussi parce que ce sultan, contrairement à ses prédécesseurs, quittait rarement Istanbul. Donc, cette série passe sur la chaîne officielle TRT. Elle a été produite par une société privée, mais financée par l'État turc. Elle porte sur les 13 dernières années du règne du sultan, durant lesquelles il dirige son empire avec une main de fer, alors qu'il ne cesse d'être menacé par les velléités indépendantistes des grandes puissances comme la Russie, la Grande-Bretagne ou encore la France. Durant cette période, Abdulhamid cherche surtout à positionner son empire comme une sorte de puissance musulmane, sachant que une bonne partie, si ce n'est la plupart du monde musulman, vivait sous la coupe d'empires coloniaux, donc principalement
britanniques et français. Donc, pour ce faire, il jouait sur les rivalités et tensions entre les pays occidentaux. Et au niveau interne, il cherchait à neutraliser toute l'opposition, surtout l'opposition libérale, ainsi que les mouvements nationalistes, indépendantistes de tout genre. Donc, pour résumer en 2 mots, le thème principal de la série est la lutte du sultan contre les intrigues de ses opposants. Donc, ces opposants ici sont, pour le dire plus clairement, sont les jeunes Turcs. Donc, le terme jeune turc dans ce contexte particulier désigne les libéraux constitutionnalistes. Parmi ces opposants, on compte également des nationalistes arméniens et grecs, mais cela dit, il y a eu d'autres mouvements nationalistes, mais bon, que l'on ne voit pas dans la série, du moins dans la première saison que j'ai pu regarder. Hein. Je n'ai pu regarder malheureusement que la première saison pour l'instant. Donc on voit dans cette série également que cette opposition bénéficie du soutien des pays étrangers. Et parmi ses autres adversaires, et donc qui apparaissent énormément dans les différents épisodes, on voit le mouvement sioniste, qui cherchait à l'époque à créer un État en Palestine, et ainsi que des hommes d'affaires qui tentent de piéger le sultan, des journalistes européens qui cherchent à ternir son image, etc. Donc, cette série, Paytaht, s'inscrit dans la continuité de nombreuses séries à grand budget sur le thème de l'histoire ottomane qui ont fait leur apparition, je dirais, depuis 2012. Au départ, donc, comme vous l'avez noté tout à l'heure, ce sont 2 séries qui avaient eu un succès similaire. Hein. La première portait sur le règne de Soliman le Magnifique, hein, vous en avez parlé, et la deuxième sur une phase où les femmes du harem gouvernaient indirectement l'empire. C'est une période connue sous le nom du sultanat des femmes. Donc, ces productions audiovisuelles n'étaient pas vraiment au goût de l'AKP, donc parti Justice et Développement en pouvoir actuellement en Turquie, car elles se focalisaient trop sur la vie du harem et donc un peu trop sur la vie intime des sultans qui sont également censés incarner un pouvoir religieux. Hein, alors que la série Paytaht, au contraire, est très appréciée par le parti au pouvoir, pour qui elle ne constitue pas seulement une sorte de soft power à l'étranger, mais aussi, et certains diraient surtout, hein, un instrument de politique intérieure, comme je vais essayer de le montrer tout à l'heure. En effet, cette série n'a pas manqué de susciter des controverses en Turquie comme à l'étranger. D'abord, une parlementaire du CHP, donc CHP, Parti républicain du peuple, qui est actuellement dans l'opposition. Donc, ce parti avait été créé par Mustafa Kemal Atatürk, qui est lui-même fondateur de la Turquie républicaine laïque en 1923. Et c'est lui qui avait mis fin au sultanat ottoman en 22 et 2 ans plus tard, mettre fin au califat ottoman. Donc, Mustafa Kemal Atatürk est aussi issu de la mouvance politique qui a dénué Abdülhamid de ses pouvoirs en 1908 et détrôné l'année suivante. Hein. Donc, cette parlementaire a demandé l'arrêt de la diffusion de la série car elle comporte une offense au fondateur de la Turquie et symbole de la nation turque. Donc, la réplique qui a été relevée donc, dans ce cadre est celle d'un personnage qui dit notre empire sera détruit par ses propres enfants à l'autel de la laïcité. Donc ici, donc selon le GEP, il s'agit d'une offense donc à l'égard de Mustafa Kemal Atatürk qui comme je l'ai dit tout à l'heure, a instauré donc a fondé la Turquie républicaine laïque comme nous la connaissons. D'ailleurs, beaucoup d'autres voix se sont élevées pour dénoncer l'image dégradante qui est donnée non seulement de Mustafa Kemal Atatürk, mais de l'ensemble du mouvement jeune turc. Des universitaires turcs pensent aussi que l'AKP encourage ce type de production audiovisuelle aussi pour justifier le virage autoritaire d'Erdogan et ainsi pour décrédibiliser toute l'opposition, l'opposition de toute couleur politique confondue, que ça va de Gülen jusqu'au laïc nationaliste, etc.
et que cela avait surtout commencé, donc ce virage autoritaire avait surtout commencé depuis 2016 avec le coup d'État avorté. Pour sa part, Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie, aurait dit a dit plutôt dans un meeting à la jeunesse, pour savoir ce que nous sommes devenus, regardez la série Payitaht, pardon. Il visait ainsi ses adversaires politiques qu'il associe à l'opposition jeune turque de l'époque du sultan Abdülhamid, qui, en prenant le pouvoir en 1808, aurait accéléré la décomposition puis la chute de l'Empire ottoman. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que le président de la Turquie fait référence à ce sultan comme une figure fondatrice de la Turquie moderne, comme si c'était une sorte d'anti-Mustafa Kemal Atatürk, une figure alternative à celle de Mustafa Kemal Atatürk. Et d'ailleurs, je voudrais ajouter un point. Avant même la diffusion de la série, il avait déjà fait quelques gestes où il se réclame du sultan. Mais moi, je dirais que en fait, c'est tout l'héritage ottoman qui est glorifié avec l'AKP. Il faut savoir que depuis 2014, le turc ottoman, enfin, c'est-à-dire l'ancien turc, qui s'écrivait toujours en caractère arabo-persan et enseigné dans les écoles secondaires, comme en France on enseigne le grec et le latin. Il change des noms de lieux publics, il crée de nouveaux musées, de nouveaux lieux de mémoire. En fait, aujourd'hui, l'anniversaire de la conquête de Constantinople, et je rappelle que très récemment, le musée Sainte-Sophie, qui fut d'abord une église, que l'on appelle Hagia Sophia en Turquie, est redevenu mosquée comme il avait été à l'époque ottomane. Par contre, il est vrai que la figure du sultan Abdülhamid tient une part importante. Pourquoi? Parce que ce sultan la figure de ce sultan est très intéressante pour Erdogan et ses partisans, parce que lui-même cherchait à consolider l'État, à unir les populations, en transcendant les appartenances ethniques et linguistiques, en puisant dans l'islam comme une force morale et symbolique, ce que d'ailleurs Erdogan envisage comme une solution à la question kurde. Donc c'est la raison pour laquelle c'est une figure particulièrement intéressante pour la politique de l'AKP, et ce n'est pas la première fois qu'il rend hommage à ce sultan. D'ailleurs, et là je voudrais ajouter un autre point, ça sera le dernier. Erdogan a accordé la nationalité turque aux descendants du sultan nés dans l'exil, alors que ces derniers avaient toujours été privés de leur nationalité turque. Ils ne pouvaient se rendre en Turquie qu'avec un passeport touriste, avec un visa touriste, je veux dire. J'en parle ici, pourquoi? Parce que Orhan Osmanoğlu, qui est l'un des arrière-petits-fils qui a bénéficié de cette naturalisation, est le conseiller scientifique de la série. Et par ailleurs, lui et sa famille apportent un soutien inconditionnel à Erdogan et son parti politique. On comprend bien, Salma, quand on vous a écouté, que aujourd'hui, produire une série, même si c'est une série historique sur le passé, on y calque véritablement des problématiques actuelles. Et là, vous avez très bien montré que cette série qui met en avant, voire même glorifie cette figure du sultan Abdülhamid, elle sert aussi de propagande indirecte à ce que veut faire le président actuel de la Turquie et son parti, l'AKP. Donc, il y a une vraie résonance. Pourtant, je voudrais maintenant, Salma, pour peut-être que ce soit clair pour tous les auditeurs et auditrices qui connaissent peut-être pas ce contexte, que vous manipulez véritablement bien parce que c'est dans le cadre de votre thèse, bien sûr. Est-ce que vous pourriez revenir sur ces derniers moments de l'Empire ottoman, ce début du XXe siècle, ce sultanat d'Abdülhamid, un petit peu pour bien faire comprendre ce contexte historique qui est là, qui est présent, avec une Première Guerre mondiale qui va
va arriver et précipiter la fin de l'Empire ottoman, vous l'avez dit, avec la naissance de la Turquie moderne par Mustafa Kemal, hein, que Elodie Gavrilov avait présenté dans Vatanim Sensin, et les préoccupations nationalistes face notamment aux Grecs. Tout ça est quand même déjà très présent dans cette série. Ah oui, oui, en effet. Oui, donc, donc, je pense que pour comprendre les événements que la série tente de relater, il faut partir des circonstances politiques dans lesquelles Abdulhamid II arrive au pouvoir, mais aussi avoir une idée du contexte international et des différents enjeux de politique intérieure, comme l'essor des nationalismes, comme vous l'avez dit. Donc, je vais essayer de résumer juste l'essentiel, mais pour ceux qui s'intéressent à la question, je recommande de lire le livre de François Georgeon, Abdulhamid II, le sultan calife. Hein, donc, c'est un ouvrage très détaillé, très complet sur cette thématique. Mais ceux qui veulent juste un aperçu très général sur le règne du sultan Abdulhamid et de l'histoire de la Turquie contemporaine, simplement, je recommande de lire Histoire de la Turquie de l'Empire à nos jours de Hamid Bozarslan, donc qui est apparu en 2013. Donc, c'est une synthèse très, très concise. Alors, le sultan Abdulhamid II est le fils du sultan Abdulmejid Ier qui règne jusqu'en 1816. Donc, ce sultan qui arrive au pouvoir à l'âge de 16 ans, avait mené aux côtés d'une élite de dignitaires une série de réformes que l'on appelle conventionnellement les tanzimat. Tanzimat veut dire, si on traduit littéralement, signifie réorganisation. Donc, ce sont des réformes qui ont été menées vraiment sur tous les niveaux. Hein. Donc, on a adopté un code civil, décrété l'égalité entre musulmans et non-musulmans, adopté un code foncier, une loi sur les provinces, un code de la nationalité, on a créé des banques, etc., etc. Donc, l'effet corollaire de ces réformes sera aussi l'essor d'une puissante élite bureaucratique qui va venir contrebalancer le pouvoir du sultan, sachant que ce dernier était déjà beaucoup pas faibli durant les 2 siècles précédents en faveur des grands vizirs, hein, des différents grands vizirs qui se sont succédés. Lorsque Abdulaziz succède à son frère Abdulmejid, donc je rappelle Abdulmejid est le père de Abdulhamid, il va poursuivre la même politique. Moi, je rappelle, pardon, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le contexte. Donc, chez les Ottomans, il n'y a pas de principe de primogéniture. Donc, c'est le frère qui succède. Donc, donc, son frère va être déposé par ces mêmes dignitaires 15 ans après son arrivée au pouvoir. On va annoncer que le sultan se serait suicidé après sa déposition. Il est donc remplacé par son neveu, Murat, et Murat qui est le grand frère d'Abdulhamid. D'ailleurs, Abdulhamid affectionnait beaucoup son grand frère. Son règne va durer quelques mois, 5 mois si ma mémoire est bonne. Pourquoi ? Parce que déjà il était alcoolique et sa santé mentale s'était dégénérée à cause de la mort très très suspecte de son oncle. En fait, il avait tout le temps peur qu'on vienne le tuer. Donc, c'est ainsi qu'Abdulhamid arrive au pouvoir en 1876. Donc, il commence par doter l'Empire d'une constitution. Pourquoi ? Parce que donc cette élite bureaucratique et libérale voulait depuis longtemps, sauf que l'Empire était dans une situation de banqueroute déjà, hein, dans une très mauvaise situation économique. Plus tard se déclenche plus tard aura lieu la guerre russo-turque de 1877 qui fut une vraie catastrophe pour l'Empire ottoman qui perd énormément de territoire. Donc le jeune sultan
va donc remettre en cause toute la ligne politique de ses prédécesseurs. Bon, il va commencer par suspendre la loi suprême, il va même dissoudre un parlement qui a été élu. Entre-temps, il s'est avéré que son oncle, donc le sultan Abdelaziz, ne s'était pas suicidé, mais il aurait été assassiné. Ceux qui ont été coupables occupaient alors des positions importantes au sein de l'administration civile, mais également militaire. Un procès aura lieu et ils seront pour la plupart condamnés à perpétuité, dont Midat Pacha étant la figure tutélaire, la figure emblématique de la période des Tanzimat et qui jouissait de beaucoup de popularité au sein de l'Empire ottoman. Donc, il va l'exiler, mais en fait, il va finir par mourir dans des conditions très mystérieuses. Donc, petit à petit, le sultan va écarter les hommes d'État de manière à récupérer les prérogatives traditionnellement dévolues au sultan. Car justement, selon Abdulhamid, et d'ailleurs, il écrit dans ses mémoires, considère que la crise de l'Empire ottoman est due à l'absence d'un centre décisionnel fort et que les institutions impériales étaient figées, inactives, car le pouvoir était trop dilué entre ministres, conseillers, hauts fonctionnaires, etc. Donc, par contre, malgré ce virage autoritaire, il continue à moderniser son empire. Donc, il mène des projets de grande envergure, comme la construction de chemins de fer. Il installe le télégraphe dans les endroits les plus reculés de l'Empire ottoman. Il crée une série d'écoles, des écoles pour les jeunes filles, notamment les jeunes filles musulmanes. Donc, c'est quand même, il continue à moderniser son empire tout en dirigeant l'empire, tout en le dirigeant avec une main de fer, donc de façon très, très autoritaire. François Georgeon, que j'ai cité tout à l'heure, assimile donc cette manière de faire à celle du tsar russe Alexandre III, qui régnait durant la même période. Donc, pourtant, donc je rappelle que la série débute des 20 ans de règne du sultan Abdulhamid en 1896. Donc, pourtant, à cette période, il y a toujours une opposition qui se réclame du libéralisme politique et qui ne cesse d'être active au sein de l'Empire comme à l'étranger. Il y a aussi des mouvements nationalistes arméniens, albanais, grecs qui sont actifs également. Sur le plan international, on parle toujours de questions d'Orient. Des grandes puissances discutent du sort des provinces ottomanes après la chute de l'Empire, qui avaient déjà, je le rappelle, perdu la moitié de ces territoires européens à l'issue de la guerre russo-turque. En 1881, la France s'empare de la Tunisie. Un an plus tard, c'est la Grande-Bretagne qui s'empare de l'Égypte. Et en 1885, la principauté bulgare, autonome, annexe la Roumanie orientale. Donc, on est toujours dans la question d'Orient et l'Empire continue d'être menacé de décomposition. Donc, en 2 mots, la série présente avec beaucoup d'arrangements avec les faits historiques et je pense qu'on va y revenir. Donc, les pressions exercées par les pays étrangers et l'opposition, ainsi que les efforts consentis par le sultan pour préserver son empire et la pérennité de sa dynastie. Ce qu'on peut voir aussi quand on analyse plus précisément cette série, ce que je vais vous demander maintenant, Salma, c'est de venir voir un petit peu en détail quels sont les grands personnages qui gravitent autour du sultan, en essayant justement de montrer qu'il y a
une certaine vision actuelle de ces personnages-là, parce que clairement, ce que veulent montrer les showrunners là-dessus, et vous avez commencé à en parler, notamment en disant que le fait qu'un des descendants du sultan est aujourd'hui conseiller historique de cette série, ce n'est pas par hasard. Il y a aussi, vous l'avez dit en introduction, un message que veut faire passer le pouvoir actuel. Donc, quand on voit les personnages, il y a quand même, je pense, vous allez me dire, un certain manichéisme avec les personnages qui font le bien et puis les autres. Oui, ça c'est ce manichéisme, oui, est le propre de ce type de série. Bon, il y a rien d'étonnant là-dessus, mais je vais essayer de montrer un peu comment, oui, comment est-ce que donc ces personnages ont été définis dans la série. Donc, parmi les membres très très nombreux de l'entourage du sultan Abdulhamid, donc qui sont ses épouses, ses enfants, ses secrétaires, ses grands vizirs, ministres, chefs de confrérie ou savants religieux, etc. La série ne met en lumière qu'une poignée de personnages, bon, ce qui est tout à fait logique. Et la sélection qui est faite par les scénaristes est très intéressante en effet. Donc, mais il y a également des personnages qui sont tout à fait fictifs, mais qui incarnent pour chacune des figures qui ont marqué la période, ou du moins dans l'imaginaire que l'on peut avoir de cette période. Alors, du côté des bons, hein, enfin du côté de ceux qui défendent le sultan contre vent et marée, on retrouve d'abord l'une de ses épouses, Bidar Kadın, donc elle est géorgienne et kabarde. Hein. Bon, il y a Bidar Kadın qui va diriger l'institution du harem. Bon, à l'époque, ce n'est pas elle qui dirigeait l'institution du harem, plutôt la mère adoptive du sultan. Mais bon, on n'est pas à une approximation près. Donc, elle dirige cette institution qui a un espace clos où vivent les épouses, les concubines, les servantes, les enfants du sultan, et c'est là où habite le sultan en fait. Et donc, à l'intérieur du harem, elle tente d'un côté de promouvoir donc la carrière politique des membres de sa famille qui sont également des pachas du sultan, mais en même temps, elle défend les intérêts du sultan de l'intérieur de cette institution. Donc, l'autre personnage est le beau-frère du sultan et frère de Bidar Kadın, qui est Mehmet Pacha, qui, du coup, se fait tout le temps avoir par les ennemis du sultan. Hein. D'un autre côté, il y a également un autre personnage qui apparaît énormément aux côtés du sultan, qui n'est autre que son premier secrétaire, Tahsin Pacha. Donc, il occupe un poste très, très important au sein de l'Empire ottoman, parce qu'il est, parce qu'il est premier secrétaire du sultan. Il est présent dans plusieurs scènes. Et moi, j'ai eu l'impression, en regardant la série, enfin, du moins la première saison, que les scénaristes ont dû s'inspirer des mémoires de Tahsin Pacha, parce qu'il y a des scènes que l'on voit dans cette série qui rappellent énormément des passages des mémoires, des mémoires du premier secrétaire du sultan. Donc, bien sûr, dans ces mémoires, Tahsin Pacha dresse un portrait très apologétique du sultan. Hein. D'un autre côté, du côté des ennemis du sultan, la figure du pacha corrompu est incarnée par Damat Mahmoud Jalaluddin Pacha. Donc, Damat en turc ottoman signifie gendre. Pourquoi gendre? Parce qu'il est l'époux de Senia Sultan, la sœur du sultan Abdulhamid. Et on voit également leur fils Sebahattin qui, quant à lui, représente la figure du jeune turc. Et ici, la figure du jeune turc rappelle la manière avec laquelle ils sont décrits dans les mémoires du sultan Abdulhamid, c'est-à-dire des jeunes immatures, idéalistes, totalement happés par la culture occidentale.
Et d'ailleurs, Tamat Mahmoud Pacha et Sabahattin ont vraiment joué un rôle très très important dans la déposition du sultan. Hein. Donc, ce ne sont pas des acteurs politiques mineurs, mais la série met en lumière ces personnages plus que n'importe quel autre personnage donc de l'opposition au sultan Abdolhamid. Donc, ils sont tous les deux proches des ennemis entre guillemets étrangers qui cherchent à renverser le monarque. Donc, ces étrangers sont Théodore Herzl, donc la figure tutélaire du sionisme territorial, et Basil Zakharov. Donc, Basil Zakharov, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, est le plus célèbre vendeur d'armes de la fin du 19e siècle. Et bon, c'est intéressant de retrouver ce personnage-là dans cette série et on le voit jouer un rôle très très important dans les événements qui se succèdent. C'est parce qu'en fait, il avait déjà nourri énormément de fantasmes dans plus d'une œuvre littéraire. Donc, et là, on le voit tout bizarrement revenir dans Paytah Abdolhamid. Donc, les deux apparaissent comme des personnages absolument immoraux qui n'hésitent pas à monter les communautés religieuses les unes contre les autres, donc surtout les musulmans contre les Arméniens, les Arméniens contre les musulmans, et à ternir l'image en corrompant la presse, donc surtout la presse étrangère. Donc voilà, donc si je peux résumer un peu, si je peux faire le tour donc des principaux personnages voilà, que l'on retrouve dans la série. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous évoquez, Salma, à l'instant, c'est cette idée de voir certains personnages qui sont présentés. Alors, surtout, je pense à Herzl, notamment, qui est présenté en Europe, vous l'avez dit, comme l'un des pères fondateurs du mouvement sioniste, qui est l'un des premiers à voir dans la Palestine le futur des Juifs. Il faudra quand même attendre un génocide et une deuxième guerre mondiale derrière pour voir la naissance d'Israël. On n'y est pas du tout encore, mais on voit bien que déjà des éléments sont présents et on voit bien que ces éléments-là, tels qu'ils sont montrés dans cette série turque, sont des événements négatifs puisqu'ils ont conduit aussi en partie à la dislocation de l'Empire ottoman par ces forces centrifuges qui ont provoqué sa disparition. Alors justement, face à ça, quand on voit cette série, on comprend bien l'idée de ceux qui l'ont construite et qui est quand même d'une certaine justification, d'une oppression, d'une limitation des libertés. Vous avez évoqué notamment la censure. Ça, c'est très intéressant de montrer ça parce que on voit bien le message qui est derrière. Au nom de l'État et de l'État turc, il faut absolument limiter les oppositions si on veut que le pays continue à vivre. Est-ce que c'est ce message-là qu'on perçoit dans cette série, Salma ? Oui, en fait, d'après ce que j'ai pu lire, notamment dans la presse turque, on reproche à la série de justifier le virage autoritaire d'Erdogan en dressant une sorte de parallèle implicite entre la situation de la Turquie actuelle avec celle de la fin de l'Empire ottoman, donc à l'époque hamidienne. Pour ma part, je vais surtout essayer de montrer comment on justifie la censure, on justifie l'oppression qui a été exercée sous Abdolhamid déjà. Bon, je vais essayer de ne pas spoiler, je parlerai seulement des premières scènes, donc du premier épisode. Donc, au tout début de la série, on assiste à une tentative d'assassinat du sultan au cours d'un attentat à la bombe organisé par des Arméniens, soutenus par des Européens et quelques dignitaires ottomans corrompus. Donc, cet événement que l'on voit là fait sûrement référence à l'attentat de 1905 perpétré par le Dashnak. Donc, le Dashnak est la fédération révolutionnaire arménienne. Donc, c'est une formation politique qui a existé à la fin du 19e, début 20e siècle dans l'Empire ottoman. Et ils étaient soutenus par des anarchistes européens.
Or, donc cet événement, donc cette tentative d'assassinat qui se produit en 1905, se produit dans la série en 1896. Donc, on est à 9 ans d'écart. Et ensuite, il est fait allusion au massacre de la population arménienne. Donc, ces massacres ont eu lieu entre 1894 et 1895. C'est-à-dire avant la date où est placé le début de la série. Donc, on est là en train de modifier l'ordre chronologique des événements pour laisser apparaître une sorte de causalité entre l'oppression politique, donc qui est exercée à l'égard de toute l'opposition, et donc notamment le mouvement nationaliste arménien, et la tentative d'assassinat du sultan. Mais cela dit, Abdulhamid avait déjà été victime d'un coup d'État avorté au début de son règne, mais bon, ça n'a pas de rapport direct avec la question arménienne. Bon, sur la question arménienne, je ne voudrais pas trop m'étendre, mais là, donc on est clairement devant une série qui dénature complètement les enjeux, les réels enjeux de la question. On voit surtout des jeunes Arméniens manipulés par des étrangers. Donc les vrais enjeux, donc les questions de voisinage avec les populations kurdes et circassiennes en Anatolie orientale, les questions de port des armes, enfin les vraies questions qui mettaient le feu aux poudres n'apparaissent pas du tout dans la série, mais là c'est pas étonnant de la part d'une série turque. Mais je reviens sur le thème de la censure que je voulais aborder tout à l'heure. Donc, à ce propos, ce thème revient en effet énormément dans la série. Donc, je rappelle que l'opposition tenait une presse, notamment à l'étranger, et que cette presse, comme une partie de la presse occidentale, était interdite au sein de l'Empire ottoman. Et dans Paytaht, on porte l'attention du spectateur sur le contexte d'élaboration du contenu de cette presse qui apparaît ici biaisée, manipulatrice des consciences et surtout des plus jeunes. Or, la censure et la surveillance des individus n'étaient pas propres à l'Empire ottoman de l'époque. Ces mêmes pratiques existaient en Russie, elles existaient en France aussi, surtout sous Napoléon III, quelques années plus tôt. Et d'ailleurs, il n'est pas un hasard que le terme censure en turc ottoman, et d'ailleurs même dans le turc actuel, se dise censure. Donc, le choix qui est fait par les scénaristes est ici très intéressant parce que ils reproduisent des faits qui sont propres à la fin du 19e siècle avec une logique et une mentalité des hommes du 21e siècle. Et sur cela, je voudrais ajouter un autre point, c'est sur les opposants jeunes turcs. En réalité, ces jeunes Turcs reprochaient surtout au sultan d'avoir suspendu la constitution et les institutions élues. Donc, la réhabilitation de la loi suprême était la revendication centrale et le leitmotiv de ce mouvement. Or, cette question-là n'apparaît à aucun moment dans la série, enfin, du moins dans la première saison. Mais il faut dire qu'en général, la pensée politique du mouvement jeune turc est très, très appauvrie ici. Elle est seulement réduite au slogan de liberté ou hurriyet qu'on voit donc des jeunes comme Sabah Eddin et autres marteler à longueur de journée sans préciser son contenu idéologique. Et lorsque les partisans de la dite hurriyet apparaissent comme des êtres immoraux, liberté peut être ici entendue comme un synonyme de débauche, de désordre, d'anarchie, ce qui montre encore une fois que on reformule les faits de la fin du 19e siècle afin de pouvoir les présenter à un public je dirais en fait afin de pouvoir passer un message à un public du 21e siècle, parce que si on mettait en avant la question de la Constitution, une personne non avisée ne comprendrait pas pourquoi
pourquoi le sultan ne voudrait pas réhabiliter la constitution? Parce qu'aujourd'hui, avoir une constitution, des institutions électives apparaît comme quelque chose de tout à fait ordinaire et on n'imagine presque pas un État sans institution élective de nos jours. Et puis, dernière chose que l'on peut dire quand on voit cette série sur la figure du sultan qui est marquante quand même et qui montre aussi les préoccupations, peut-être là aussi il y a des allers-retours entre le passé et le présent, entre cet empire ottoman et cette Turquie actuelle. Vous l'avez dit, d'Erdogan, c'est l'idée très intéressante que Abdulhamid est véritablement présenté comme un sultan très pieux. Et ça revient, c'est une image, c'est un leitmotiv presque dans cette série. Ah oui, c'est ce qui, c'est très, oui, c'est vraiment l'un des traits les plus marquants de cette série, c'est de présenter un sultan comme un personnage très pieux, un fervent musulman qui en plus est économe, s'offre des plats très frustes, pratique très souvent le jeûne, un grand travailleur. Mais en fait, d'un autre côté, c'est vrai, hein, c'est comme ça qu'il est décrit dans l'historiographie. Cependant, la série insiste quand même un peu trop sur son caractère de sultan pieux. D'ailleurs, lors de ces moments de répit, ces rares moments de répit, on le voit surtout faire de la menuiserie. C'est vrai, la série ne l'a pas inventé, hein, c'était vraiment parmi ses passe-temps préférés. D'ailleurs, dans ses mémoires, il raconte que après sa déposition, lorsqu'on le fait changer de résidence, il regrette qu'on lui ramène pas son matériel de menuiserie. Mais là aussi, j'ai remarqué quelque chose de très intéressant, c'est que dans la salle où donc il pratique son activité, il y a une grande calligraphie qui représente le prophète Noé. Donc avec sa posture, on dirait une sorte enfin, je rappelle que Noé, donc dans la Bible comme dans le Coran, c'est le prophète qui construit l'arche. Hein. Donc, on est devant une figure presque prophétique d'un sultan qui, lorsqu'il ne fait pas de menuiserie pendant ces heures de répit, est soit en train de prier, soit en train de participer à des rituels soufis. Là, je voudrais renvoyer à un livre, un ouvrage très, très intéressant de l'historien turc Selim Deringil, The Well Protected Domains, Ideology and Legitimation of Power in the Ottoman Empire. Donc ici, il montre que Abdulhamid, en fait, tentait de rattraper le déficit de légitimité du pouvoir à la fin du 19e siècle, d'abord en créant un État moderne puissant, mais avec le vocabulaire, les images et la symbolique puisés dans le registre traditionnel et religieux, donc puisés dans l'islam en fait. Et c'est pour ça, tout en modernisant son empire, il se donnait, du moins en public, l'aura d'un chef spirituel, d'un chef religieux pourvu d'une mission de préservation, de défense de l'islam, non seulement dans l'Empire, mais même dans le monde. Et là, dans cette série, on a l'impression que les scénaristes, enfin les réalisateurs ont fait en quelque sorte, ont fait plus royaliste que le roi, je dirais, hein, dans le sens où le sultan incarne la figure du chef religieux suprême, c'est-à-dire du calife, dans tous les aspects de sa vie. Comme j'ai dit tout à l'heure, il apparaît presque plus qu'un calife, une sorte de sultan prophète, si on veut. Comme si la posture du calife devait se confondre avec son intimité et sa vie privée. On ne le voit jamais dans un moment de spontanéité où ça donnait à d'autres types de plaisirs, comme par exemple écouter de la musique. Or, on sait que Abdulhamid aimait beaucoup la musique, hein, surtout l'opéra italien, Verdi en particulier. Et d'ailleurs, il avait même construit un théâtre au sein de son palais, hein, de son palais de Yıldız, dans lequel il passait tout son temps.
mais cela n'apparaît pas dans la série. Et là, je voudrais ajouter encore un tout dernier point en parlant de légitimation du pouvoir. Il y a un élément qui revient énormément ici. C'est celui c'est celui du passé ottoman. Donc, dans ses discours, donc il lance parfois des diatribes très longues où il glorifie ses ancêtres. Donc, par exemple, Mehmed Fatih qui a conquis Constantinople, Yavuz Selim Ier qui a conquis la Syrie, l'Égypte et les lieux saints de la Mecque et Médine. Soliman le Magnifique ou Suleiman Ier qui a structuré des institutions de l'Empire et réalisé une refonte du droit. En fait, il essaie de montrer que les sultans ottomans sont légitimes. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup sacrifié, parce qu'ils ont consenti des efforts pour construire un empire aussi spacieux, un empire aussi puissant. Et là, oui, vraiment, c'est un élément très marquant et qui fait penser à une facette du nationalisme turc revisité par l'AKP, c'est-à-dire on voit comment donc les Ottomans, mais aussi la nation turque comme protectrice de l'islam. Salma, qu'est-ce qu'on pourrait dire maintenant qu'on arrive à la fin de cette émission sur cette série qui était consacrée à Abdulhamid? Qu'est-ce qu'on pourrait en dire pour les auditeurs pour conclure sur les différentes thématiques qu'on a abordées, qui sont parfois bien sûr d'actualité par rapport, on l'a dit, à la Turquie actuelle, mais qui essaie aussi de nous faire comprendre l'évolution de ce pays depuis la fin de l'Empire ottoman jusqu'à aujourd'hui. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de thématiques abordées. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir de tout ça, Salma? C'est une série qui redore le blason du sultan Abdulhamid après une période durant laquelle l'histoire ottomane a été assez marginalisée en Turquie. C'est une série qui est très intéressante pour ceux qui s'intéressent à la thématique des usages publics de l'histoire. Bon, globalement, je dirais qu'elle est plutôt agréable à regarder. Il y a de beaux paysages, de très belles scènes, mais il vaut mieux être informé et averti donc des différents enjeux politiques et du contexte historique à laquelle elle renvoie. Et pour finir, je reviendrai à ce qu'avait dit Serdar Akar, qui est le producteur de la série. Celle-ci n'est pas censée correspondre à quoi que ce soit de scientifique, et que pour apprendre l'histoire, il vaut mieux lire des livres. Salma Varshaidargal, merci beaucoup pour cette émission sur cette série sur Abdulhamid. On a bien compris l'idée qu'il y avait derrière et c'est très intéressant. On est aussi là pour ça, Histoire en série, de comprendre comment, quand on étudie une série, quand on la regarde, il y a des messages derrière, des messages actuels. Et là, vous l'avez très bien montré avec les liens directs presque de commande, vous l'avez dit, de la part du parti, l'AKP et du président Erdogan, pouvoir aujourd'hui en Turquie face à cette série-là. Ça, c'est très intéressant d'avoir montré tout ça et on voit bien la complexité dans cette Turquie actuelle de ces nombreuses problématiques autour du pouvoir. Alors, vous avez aussi donné une petite bibliographie indicative qui permettra aux auditeurs d'aller, vous l'avez déjà un peu évoqué dans l'émission, d'aller comprendre cette Turquie actuelle, d'aller comprendre aussi cet empire ottoman finissant de la fin 19e et du début du 20e. On retrouve tout ça sur notre site internet histoireensérie.com à la page de l'émission 91 sur la série Abdulhamid. Vous avez mis tout ça en avant. Et pour celles et ceux qui voudraient avoir un résumé de l'émission, rendez-vous comme toujours sur notre partenaire nonfiction.fr à la rubrique podcast. Vous aurez le résumé de l'émission et les liens pour aller l'écouter sur les plateformes de podcast et sur YouTube. Salma Varshaidargal, merci beaucoup. Et puis, j'espère à bientôt pour écouter avec vous, pour parler avec vous, pour évoquer avec vous une nouvelle série turque. Merci, au revoir.
Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel majestically. Such a beautiful planet, but